formés. Donc effectivement, moi je suis habituée souvent aussi à parler devant des professionnels de santé, mais vous êtes, je crois, une cible assez large dans le domaine de l'enseignement. Donc si vraiment si jamais il y a des choses que vous ne comprenez pas, vous n'hésitez pas à m'arrêter et je vous expliquerai. Mais comme ça reste autour de l'enseignement, le domaine est tout à fait transversal. Alors, donc moi je suis médecin anesthésiste à l'hôpital Bicêtre et puis aussi j'ai une vie parallèle qui est que j'enseigne et je suis directrice adjointe du centre de simulation de la faculté de médecine Paris-Saclay pour justement former les professionnels de santé en formation initiale et en formation continue. Pour vous donner un petit peu une idée de la simulation en France, donc c'est un outil pédagogique finalement, mais l'idée c'est de répondre au dogme jamais la première fois sur un patient. Alors bien sûr, il y aura toujours une première fois. Mais moi, quand j'ai commencé mes études, toute cette formation autour de la simulation, on n'en avait pas du tout, d'accord? Donc en fait, en gros, on apprenait dans les livres, en cours, en amphi, et puis après, on avait les stages pour découvrir et, entre guillemets, s'entraîner. Et donc là, finalement, cette partie-là, c'est ce qu'on appelle la simulation en santé, cette pédagogie active avec des exercices, des faux exercices, des faux patients ou un faux bras pour s'entraîner, etc. Bah, finalement, tout ça, c'est nouveau. Alors, en fait, c'est plus vraiment nouveau, en fait, puisque déjà, depuis plus d'une dizaine d'années, il y avait eu un guide des bonnes pratiques en matière de simulation en santé qui avait été publié. Et ça faisait déjà 10-15 ans que ça avait commencé aux États-Unis, mais c'était nouveau en France. Donc, depuis une dizaine d'années, voire un peu plus, il y a vraiment toute une émulation qui s'est faite. Et puis, tout le monde s'est rendu compte de l'importance de former les professionnels de santé de cette manière, c'est-à-dire d'avoir vraiment la transition entre le livre et le vrai patient, donc d'avoir cette partie faux patient. Donc avec une société savante de société francophone de simulation en santé. Depuis 2013, c'est bien inscrit dans le programme national de sécurité des patients. Et puis, depuis 2017, c'est même inscrit dans le curriculum de toutes les réformes de professionnels de santé, précisant bien qu'il faut se former aussi bien en formation initiale et puis après aussi en continu, mais surtout pour la formation initiale, dans le cadre des professions de santé. Et puis, ça apparaît aussi dans Ma Santé 2022, tout ça vraiment pour améliorer les soins. En gros, c'est quoi la simulation? Il y avait déjà pas mal de pratiques pédagogiques qui étaient quand même déjà réalisées, mais ça a permis de structurer et de vraiment professionnaliser un petit peu tout ça pour que ça fasse partie de l'enseignement et surtout que c'est pas parce qu'on fait des études de médecine, je sais pas, à Paris et puis à Rouen ou qu'on fait ses études d'infirmier à Paris ou à Nice et à Marseille, finalement qu'il y ait toute la formation qui soit faite de la même manière et en passant sur des simulateurs. Donc en gros, il y a quoi? Il y a de la simulation avec simulateur. C'est quoi? C'est par exemple pour les chirurgiens, ils vont apprendre à opérer par exemple au niveau de l'oreille, là pour un interne en ORL. En anesthésie réanimation, ça va être des mannequins, des faux mannequins, on va pouvoir faire ce qu'on appelle des intubations avec les tuyaux dans la bouche, ou par exemple pour les étudiants infirmiers, c'est un faux bras pour apprendre à poser une perfusion. Et ça va être aussi de la simulation humaine, donc avec des jeux de rôle, avec des faux patients qui vont jouer un rôle selon un scénario et on va pouvoir, je ne sais pas moi, faire par exemple une annonce d'un cancer ou une annonce d'un diagnostic ou des choses comme ça. Et après, il y avait encore là par exemple un faux patient sur lequel on peut faire de l'échographie pour regarder les organes et puis la simulation numérique avec, ça va être l'objet de ma présentation, des jeux sérieux numériques, donc une sorte de jeux vidéo à visée pédagogique. Donc tout ça, en fait, il y a plusieurs techniques de simulation, plusieurs outils pédagogiques, on va l'utiliser en fonction des objectifs pédagogiques qu'on s'est fixés et de la cible des étudiants. Par exemple, on ne va pas utiliser un mannequin hyper sophistiqué si c'est juste pour apprendre à mettre une perfusion au niveau du bras, ça ne sert à rien, c'est pas du tout un alignement pédagogique. Donc là, c'est ce qui s'est fait depuis une dizaine d'années au centre de simulation de la faculté de médecine, c'est de pouvoir centraliser et développer toute cette formation.
Donc pour vous donner une idée, ça fait déjà 10 ans qu'il est ouvert, enfin même un peu plus, parce que c'était en 2012. Et je vous ai mis les chiffres de 2019, parce qu'avec le Covid, il y avait eu des vagues un peu différentes. Mais en gros, en 2019, et là maintenant on est revenu sur les mêmes chiffres, mais j'ai pas encore ceux de 2022, on a eu environ 3700 participants et au moins 250 séances de formation, parce qu'il y a plusieurs espaces sur lesquels on peut avoir des formations en parallèle. C'est des formateurs multiprofessionnels, que ce soit médicaux, paramédicaux, et puis bien sûr, il y a le personnel pédagogique, technique pour aider. Et puis, c'est un centre labellisé type 3, puisque comme dans n'importe quelle structure, il faut répondre à certains critères de qualité en termes de formation, de recherche, etc. Ça fait partie du département de recherche et d'innovation pédagogique en santé de la faculté, qui est en lien avec la commission pédagogique. Tout ça, c'est pas l'objet, mais c'est pour vous montrer un peu la structuration. Et puis, c'est affilié à une unité de recherche. Pour revenir sur le vif du sujet, c'est que, comme je vous le disais, il y a plusieurs méthodes, plusieurs outils de simulation disponibles. Et entre autres, ça fait déjà maintenant une petite dizaine d'années qu'on a réfléchi à la simulation numérique. Et entre autres, les jeux sérieux en santé. Alors dans la littérature, dans les publications scientifiques qui sont sorties sur le sujet, des fois on parle de patients virtuels, de simulation numérique, de simulation sur écran, simulation virtuelle en fonction de si on utilise un casque de réalité virtuelle ou pas. Donc après, il peut y avoir, là des fois il y a des petits films, des vidéos animées, des fois c'est vraiment tout un autre faux patient, etc. Peu importe, là l'objet vraiment de ce dont je vais vous parler, c'est plutôt ce qui ressemble à un jeu vidéo à visée pédagogique. C'est-à-dire une simulation virtuelle sur un matériel numérique, que ce soit un ordinateur ou un téléphone, et qui va associer des éléments de jeu. Alors ces éléments de jeu, ça peut être des points, des petits quiz, des éléments comme ça, mais il y a plein d'autres éléments de jeu possibles, tout en gardant un objectif pédagogique, ou plusieurs objectifs pédagogiques. D'accord ? Pourquoi on s'est intéressé à ça pour plusieurs raisons. À la fois parce que, pour vous donner un peu un ordre d'idée, les instituts de formation en soins infirmiers qui sont affiliés à l'université, enfin à la faculté de médecine Paris-Saclay, c'est en gros 3000 étudiants. Pour information, pour les étudiants en médecine, ils sont plutôt 200, 260 par année. Donc ça fait quand même beaucoup d'étudiants. Et comme vous le savez, c'est bien beau d'avoir un super mannequin, patient, etc. Mais ça demande du temps quand on veut leur faire passer sur des scénarios, etc. Et donc cet outil, finalement, a été aussi développé pour essayer de répondre au fait que des fois, pour certains objectifs, on a besoin d'avoir une formation de masse, c'est-à-dire pouvoir former facilement 200 étudiants et pas, pouvoir leur faire réviser certaines choses. Ça permet aussi de diminuer le nombre de formateurs et ça nécessite, entre guillemets, que des ordinateurs. Alors après, il faut qu'ils soient... mais actuellement, quand même, n'importe quel ordinateur, ça fonctionne. Il faut un réseau qui va avec, mais ça, c'est... Voilà. Et surtout, l'intérêt, c'est que ça permet... c'est pour ça qu'on est là. Hein, c'est efficace sur différents apprentissages, qui sont les connaissances, mais aussi, surtout, les compétences et les attitudes. Et je vais vous en parler après, mais l'objectif, en tant que professionnel de santé, c'est d'arriver à s'améliorer en termes de raisonnement clinique. C'est-à-dire que quand on a plein d'éléments d'un patient, la façon dont il respire, et puis après on a une information sur un bilan, etc. C'est d'arriver à raisonner, de regrouper tout ça pour arriver à une prise en charge et une prise de décision. Et puis cet élément de simulation numérique de jeu sérieux, si ça augmente la motivation, potentiellement ça va avoir des effets positifs sur l'apprentissage, mais ça j'y reviendrai. Les éléments négatifs, c'est qu'en fonction des développements technologiques, alors les jeux qu'on avait commencé à développer il y a quelques années étaient beaucoup plus chers que maintenant ce qu'on fait, puisque maintenant, avec des logiciels dont vous allez entendre parler, vont être présentés, il suffit d'avoir des licences et autres, et on peut facilement construire des cas cliniques. Et puis aussi, l'élément important, c'est qu'il faut qu'il y ait quand même une validation pédagogique préalable. L'intérêt théorique de ce type d'outils, c'est que finalement, pour le professionnel de santé, ça va leur faire un apprentissage expérientiel. C'est-à-dire qu'ils vont jouer, ils vont vivre un scénario comme dans la vraie vie, en manière virtuelle. C'est ce qui va leur faire l'expérience concrète. Et puis après,
ils vont réfléchir à ce scénario, soit via un débriefing automatisé, soit un débriefing avec un enseignant, et puis conceptualiser ça et finalement le transposer dans la vraie vie. Et le jour où ils vont se retrouver dans la vraie vie devant cette situation ou sur un autre scénario, eh bien finalement, ça sera leur expérimentation active et ils vont pouvoir progresser comme ça. Un autre intérêt, c'est que ce type de jeu sérieux, finalement, ça répond aux 4 piliers de l'apprentissage qui sont l'attention, l'apprentissage actif, le feedback, puisque à tout moment on peut mettre des feedbacks, que ce soit pendant le jeu ou à la fin, et puis la consolidation, c'est qu'en théorie, si on leur donne accès à l'étudiant, un accès illimité ou limité, bah, il peut refaire plusieurs fois les choses et donc améliorer la rétention. La motivation, je vous en ai un petit peu parlé. En gros, sur les différentes études qui sont sorties, en tout cas en santé, parce que la plupart toute la revue que j'ai eu l'occasion de faire, c'était plutôt, bien sûr, dans mon domaine. Finalement, on retrouve une motivation plus importante à utiliser ce type d'outils. Par contre, quand on compare les jeux sérieux avec ce que je vous ai dit, le e-learning ou des simulations virtuelles un peu différentes, en fait, la frontière, elle est un peu... La définition et la frontière entre ces différents outils numériques n'est pas forcément claire. Et donc, en termes de temps passé à utiliser ce type de jeu, il n'y a pas de différence. Et par contre, c'est pour l'instant peu étudié, mais il faut regarder effectivement si c'est un intérêt pour la suite, pour la rétention. En termes d'efficacité, juste pour vous donner des petits éléments de preuve, les patients virtuels, bon, c'est sûr que quand c'est sans format... Quand on compare des patients virtuels à l'absence de formation, c'est normal que ce soit plus efficace d'utiliser un patient virtuel, ça paraît logique. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est quand on le compare à un enseignement traditionnel, c'est aussi plus efficace en termes de compétences. En termes de connaissances, c'est pas forcément, souvent les études elles sont non significatives, mais ça permet de montrer quand même qu'il y a une efficacité à utiliser ce type d'outils. Et pour les jeux sérieux, quand on le compare à un enseignement traditionnel, c'est efficace. C'est aussi efficace et souvent il y a plus de motivation et c'est parfois même plus efficace en termes de connaissances, compétences et satisfaction. C'est compliqué parce que souvent, vous allez voir, il y a des jeux qui peuvent être très différents. Des fois, c'est des petits bonhommes des petits bonhommes ou des petits... il y avait une sorte de Pac-Man ou autre. Ou des fois, c'est des jeux où c'est un vrai patient qui ressemble à un vrai patient. Et donc, de regrouper toutes ces études, l'hétérogénéité fait que des fois, les conclusions, elles sont difficiles à être à 100%. Mais par contre, ce qu'on sait, c'est que de toute façon, c'est efficace. Et quand on le compare à d'autres enseignements digitaux, bah, soit c'est efficace, mais pas plus que l'enseignement digital, soit c'est plus efficace que l'enseignement digital. En ce qui concerne le raisonnement clinique, donc je vous ai dit, c'est quoi? C'est quand un médecin ou un professionnel de santé a plein d'informations sur un patient, il faut qu'il le trie, qu'il le range, et en ayant tout trié, tout rangé, il arrive à une prise de décision, un diagnostic. Et ça, finalement, c'est un élément qui est assez complexe et qui est essentiel pour les professionnels de santé, puisque si on ne raisonne pas bien, ben, on va entre guillemets se tromper au final. Donc, je vais vous montrer des exemples de travaux qu'on a pu faire. Mais l'objectif, c'est vraiment d'utiliser ces jeux pour à la fois améliorer la prise de décision et améliorer justement le raisonnement clinique. Un premier exemple, c'est pas nous qui l'avons fait, mais d'autres personnes donc, qui l'ont fait, c'était sur l'insuline. Donc ça, ils ont comparé pour des médecins généralistes par rapport l'utilisation de ce jeu par rapport à une formation traditionnelle. Et là, ils ont montré que ça a amélioré les compétences de ces médecins. Maintenant, autour du polytraumatisé. Donc, c'est les accidents de la route, par exemple. Eh bien, ils ont regardé s'ils comparaient des jeux sérieux qui ne sont pas forcément très difficiles parce que c'est des sortes de cartes virtuelles comme ça. Et ils l'ont comparé à des cartes d'exercice traditionnelles ou à un programme standard qui faisait, donc ça c'était aux États-Unis. Eh bien, l'utilisation et l'entraînement sur ces jeux sérieux, ça a amélioré le tri, c'est-à-dire d'orienter de manière correcte les patients. Là, c'est un exemple de jeu qu'on avait créé. Donc là, maintenant, ça remonte à pratiquement 7 ans. C'était un jeu pour les étudiants infirmiers. L'objectif, c'était quoi? C'était que le joueur, donc l'étudiant infirmier, soit lui-même un infirmier et qu'il aille surveiller un patient.
On avait deux objectifs pédagogiques, entre guillemets, globaux, la détection de l'aggravation clinique d'un patient et puis l'utilisation d'un outil de communication. On avait fait plusieurs scénarios, 4, qui en fait étaient des scénarios très typiques. Mais comme ça, c'était pour des étudiants, il fallait déjà qu'ils connaissent un script clinique typique. Et donc, je vais vous montrer. Donc ça, on l'avait fait avec une société en répondant à un appel à projet. Donc on avait le... Alors c'est sûr que quand on est limité en termes de coûts, ça ne peut pas être totalement magique. Donc là, on a l'impression qu'elle est un peu en lévitation. Mais en gros, le patient venait d'être opéré et l'objectif d'un étudiant qui doit surveiller un patient après une opération, ça va être de lui poser des questions, donc vous l'avez vu. Puis après, ça va être de regarder ses petites poches de recueil, le pansement, etc. Et donc là, il pouvait marcher dans la pièce, regarder les différentes choses au fur et à mesure, noter, retranscrire dans un dossier de soins à tout moment, regarder la prescription, appeler le médecin, parce qu'en fait, dans l'histoire, il y avait un saignement qui augmentait, etc. Et il devait appeler de manière correcte, et en fonction de comment il appelait, on lui donnait des points positifs ou des points négatifs. Et donc là, à la fin, il avait tout le débriefing de son jeu, son score, et puis finalement les messages importants de ce cas clinique sur les systèmes d'alerte, sur comment surveiller, etc. Et en fonction du scénario, bien sûr, on adaptait le débriefing. Donc à la fois un débriefing personnalisé par rapport à comment il avait joué, et puis aussi des éléments un peu plus globaux. Donc ça, ce jeu-là, on l'a mis, maintenant il y a encore les deux instituts de soins infirmiers qui continuent à l'utiliser et qui l'ont intégré dans le curriculum de formation des étudiants infirmiers. Alors. Donc pour montrer et justement valider cet outil, on avait décidé de justement l'évaluer. Pour cela, on a comparé un groupe d'étudiants qui allaient jouer à cet outil, être formés avec cet outil. Donc ils devaient jouer à 2 cas cliniques de cet outil, puis après assister à un débriefing avec un formateur, comparé de manière randomisée à un groupe dit enseignement traditionnel qui avait un texte papier et qui devait en tout cas travailler sur le texte papier puis avoir un cours présentiel avec un enseignant. Ils ne savaient pas dans quel groupe ils allaient être et ils n'étaient pas au courant de ce qui se passait dans l'autre groupe. Et donc là, on avait étudié 2 éléments du raisonnement clinique. Donc il y avait une augmentation de l'apprentissage du raisonnement clinique, mais sans différence entre les groupes et surtout une meilleure satisfaction et une motivation à l'utilisation de cet outil du jeu sérieux, d'accord, de la formation en fait en simulation numérique, parce que c'était pas que le jeu sérieux, c'était un ensemble. On n'avait malheureusement pas étudié la rétention, c'est-à-dire plusieurs mois après, qu'est-ce qu'ils en étaient, ce qu'ils en avaient gardé, mais c'est à ce moment-là, ça aurait pu être intéressant et ça serait une piste prochaine. Ensuite, un deuxième jeu qui a été développé pour les étudiants infirmiers, puisque finalement, c'est ce pool d'étudiants, comme je vous ai dit, il y en avait 2000 à 3000 sur toute la faculté de Paris-Saclay. Là, il y a un jeu qui a été développé avec l'équipe de pharmacologie et de chirurgie orthopédique, qui s'appelle Trauma Pharmaco. C'est justement pareil, après une intervention, quels sont les éléments de surveillance à faire au niveau de la douleur, de la surveillance simple et des traitements anticoagulants. Et donc là, pour le coup, c'est un logiciel beaucoup plus simple, c'est VTS Editor, où en fait, il suffit d'implémenter certaines séquences, certains éléments progressivement, et puis vous avez votre scénario qui se déroule. Alors c'est comme tout, hein, ça demande quand même un temps de formation, un temps de mise en place, mais là, je n'ai pas de petit film à vous montrer parce que c'est en cours de travail et de réalisation. Mais pour vous dire que une fois qu'après on a cet outil, l'intérêt, c'est qu'on peut l'utiliser sur différents cours et l'adapter en fonction des objectifs pédagogiques qu'on s'est fixés. Et l'intérêt aussi, c'est que potentiellement, l'étudiant peut se connecter même hors enseignement, s'il a les accès, pour pouvoir continuer à se former à domicile. Enfin, un autre outil qu'on avait développé, alors ça, c'était pas uniquement en lien avec la faculté de médecine Paris-Saclay, c'était avec d'autres équipes avec qui on travaille.
et la Société francophone de simulation en santé, c'était de créer un bloc des erreurs, enfin une chambre des erreurs, un bloc des erreurs. Je ne sais pas si vous connaissez un peu le concept. En gros, on est dans un environnement de travail habituel et par exemple dans une salle de cours, et on doit voir est-ce qu'il y a une erreur sur la porte est restée ouverte ou je sais pas, le cours du professeur est pas bien positionné, etc. Et en fait, là, dans le cadre des professionnels de santé, c'est de voir les éléments d'erreur, et c'était autour des erreurs médicamenteuses. Donc là, il y avait eu tout un... Alors, on va baisser le son, si j'y arrive. Ouais. Voilà, où en fait, toute l'équipe avec qui on avait travaillé avait filmé tout un vrai environnement de bloc, et après l'avait réintégré au sein sur le logiciel. Et donc là, voilà, c'est le logiciel, et après le participant, quand il se connecte, il peut avoir un environnement filmé et puis aller de salle en salle, regarder certains éléments de surveillance du patient avec des petits quiz et des petites pop-up qui sortent, etc. Donc en fait, on a la chance d'avoir des évolutions technologiques qui font qu'on a plein de possibilités, plus ou moins chères, plus ou moins faciles à mettre en place. Et c'est tous ces éléments-là qu'on est en train d'intégrer vraiment dans la formation des professionnels de santé pour que justement ils puissent avoir comment dire, le plus d'outils possible. J'ai presque fini. Dans les recherches et perspectives pédagogiques, c'est en fait de pouvoir, grâce à tout ce que je vous ai montré, ça peut permettre pour des jeunes étudiants qui sont en début d'apprentissage de faire des choses simples. Et puis, plus on progresse dans la formation initiale ou quand on arrive dans la formation continue, ça devient de plus en plus complexe. Donc, on va pouvoir moduler la charge cognitive que peut avoir l'étudiant, moduler les types de cas, en faire des cours, des plus longs. Et puis, ça peut permettre aussi de faire que ce type de cours il soit complémentaire et pas tout seul ou uniquement un enseignement traditionnel. Et puis, ça va être aussi de travailler autour des débriefings qu'on peut faire et qui permettent vraiment d'améliorer la rétention et l'apprentissage. Et puis, les éléments de jeu qu'on peut jouer. Voilà. Et bien sûr, avec toutes les évolutions technologiques qu'on a, que ce soit l'intelligence artificielle, puisque dans la communication, l'analyse conversationnelle, ça pourra avoir un impact. Toute la réalité virtuelle, ça va finalement avoir des implications sur nos outils pédagogiques. Donc en conclusion, je vous ai montré déjà ce qui avait ce qui existait comme ça, quelques exemples dans la littérature. Et même au sein de notre centre de simulation, on a différents types de jeux. Donc il y a vraiment une très grosse hétérogénéité, une très grosse richesse des différents jeux. C'est efficace, et c'est aussi efficace qu'un enseignement traditionnel, voire parfois plus efficace en fonction de certains objectifs qu'on s'est fixés. En tout cas, il faut vraiment y penser en tant qu'outil complémentaire. Et si on le connaît bien, on le manie bien, ça va vraiment avoir un intérêt en termes de personnalisation pédagogique. Je vous remercie.